Pas mal, ouais. Yeah. Oh. Chiche. Là, mettons... Check ça. Yeah. Ça va-tu bien ou ça va pas Bah oui, bien, là? on- What? On entend bien, là. Je suis un professionnel, man, gars. J'ai déjà fait ça. Ça sonne bien, oui. Ouf. Hey, Julien. Enchanté. Salut, ça va? Ça va très bien. On s'est déjà croisés quelques fois dans notre vie, puis là, je trouve ça vraiment cool de pouvoir prendre le temps de vraiment discuter avec toi. Yes, moi aussi. Puis on souligne quelque chose de quand même massif là, cette année. Mhm. Les 10 ans de Lisbon Lux. C'est ça. C'est pas rien tout ça. Non, surtout que c'est parti d'une idée de soirée avec un collègue, en fait. Lisbonux a été cofondé OK. avec Steven Chouinard du groupe Le Couleur. OK. Et puis, suite à mon parcours, je me suis retrouvé un peu par hasard à manager Le Couleur. Mhm. Et un soir, à force, j'ai commencé des démarches à l'époque, un peu comme un pseudo-manager en fait. Mais j'avais pas d'étiquette, j'avais pas encore de structure. Et puis, je voulais leur trouver une structure pour sortir leur premier EP. Puis à un moment, on galérait un peu à l'époque, c'était en 2012. Il n'y avait pas tant d'électropop au Québec. Mhm. C'était la grosse période folk, Bernard Adamus, les Sœurs Boulay, Lisa Leblanc. C'est très vrai ça. Et donc, nous, on arrive avec un truc un peu pop, beaucoup plus urbain, un peu branchouille, français. Et les labels disaient c'est cool, mais on ne sait pas quoi faire avec un projet comme ça. Et avec Steven, on s'est dit, mais est-ce qu'on essaie de monter une structure nous-mêmes? Parce que moi, j'arrivais d'un background où j'avais connu, j'étais signé sur un label en tant qu'artiste, puis je connaissais le process de distribution, tu sais, attaché de presse, un peu comme Booker et compagnie, l'équipe autour d'un band. Puis je dis, peut-être je peux essayer de vous trouver ça, en fait. Mhm. Et puis de monter notre propre label, en fait. C'est parti de là. C'est intéressant ce que tu as dit à propos de 2012. Tu m'as vraiment replongé dans 2012 en listant les artistes. C'est vrai que la scène, c'était exactement ce que tu as dit. Bah, c'était les gros artistes, il y avait toujours des trucs à côté, mais c'est vrai que les labels étaient vraiment, si on pense à l'époque, c'était Dare to Care, Bon Sound, tout ça, il y avait vraiment une esthétique quand même folk qui jouait, tout le monde embarquait là-dedans. Mais c'est intéressant quand même que tu dis ça parce que ça démontre quand même un peu genre que comme tu allais un peu à contre-courant. Ouais. Puisque justement, il n'y avait pas... les gens semblaient, tu sais, comme tu dis, il a fallu que tu crées ton propre trajet. Bah oui, puis ce qui a été intéressant, c'est qu'au moment où on a commencé à faire parler de Lisbon Lux, il y a plein de groupes qui étaient dans des esthétiques électroniques qui nous ont approchés parce qu'ils ne savaient pas qui allait voir. Et là, au moins 3 fois, je me suis fait dire, ah, enfin, on a l'impression qu'il y a un label qui pourrait fitter avec ce qu'on fait. Notamment Beat Market, le duo électronique de l'époque avec Louis-Jo et Max. Et puis nous, on a signé Das Mortal qu'on a découvert sur Bandcamp à l'époque. Chaud. Qui est maintenant notre plus gros artiste streamer. Et on dirait que, tu sais, quand j'ai commencé, je me suis dit, ah, il y a vraiment un manque à ce niveau-là. Mhm. Et on a rempli un créneau. Et d'ailleurs, même au niveau des subventions, je me le suis fait dire, en fait. Ils m'ont dit, ah, tu as une approche un peu différente. L'autre point qu'on a fait aussi, c'est que très tôt, dès le premier EP, on a pris des relationnistes de presse à l'étranger pour Le Couleur, au UK et en France. Okay. Ce qui n'était pas un process habituel, parce qu'à cause de cette scène folk qui était très locale, c'était très vraiment marché québécois, il n'y avait pas tant de recherche d'aller à l'étranger. Ouais. Et puis nous, très tôt, on a joué sur l'international et on a eu quelques résultats. Et les subventionneurs m'ont dit, on voit que tu n'as pas les méthodes habituelles d'ici, en essayant d'être big d'abord au Québec, puis d'essayer d'exporter ensuite. On a tout de suite essayé l'aventure d'aller à l'étranger. Donc ça, c'est 2 points, en fait. Un son un peu différent et une approche internationale peut-être un peu plus ambitieuse. Ça a fait qu'on s'est démarqué et on a réussi à aller chercher du financement pour commencer à signer des groupes et tout ça. Brillant. Ouais, OK, merci beaucoup. Ça, c'était vraiment intéressant ce que tu m'as dit là. J'avais pas vu ça comme ça. Mais ça fait du sens, tu sais. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? Je suis arrivé en 2006. OK. Fait que tu sais, j'en veux pas, genre, tu comprends c'est quoi être un artiste en Europe, tu sais? Oui, peut-être un peu, j'avais tourné en France et tout. Puis aussi... malgré moi, je pense qu'au niveau de l'esthétique du label, j'avais un background un peu différent. Tu sais, moi, j'ai grandi avec la French Touch, beaucoup, vraiment, de la première, là, vraiment, Daft Punk et tout ce qui entourait le monde de French Touch, même Air, Phoenix, tout ça. Yeah. Et puis aussi beaucoup d'influences anglaises. Tu sais, j'ai grandi avec Chemical Brothers. Enfin, là, je parle de la scène électronique. J'avais aussi un background rock quand même.
Le rock, c'était UK, US, là, Yes. à l'époque, tu sais, en France. En fait, moi, quand j'ai quitté la France en 2006, il y avait pas vraiment... La scène francophone n'était pas vraiment excitante, dans le sens où il y avait vraiment la chanson française très mainstream. Ouais. Puis tu avais le rap qui avait explosé peut-être 5-6 ans avant, en fait. Les Ouais. radios commerciales qui devaient jouer du francophone avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et c'est comme ça qu'ils sont passés de Nirvana, tu sais, Soundgarden, tout ça. À un moment, on a dit en français. Et là, ils ont dit, mais on n'a pas de musique de jeunes. Je Et c'est comprends. là où le rap a déboulé, parce qu'en fait, Right. c'était une musique de jeunes en français. Mhm. Skyrock est devenu une radio de rap, tu vois, alors que ça s'appelait Skyrock. Et en fait, je pense que ça a vraiment joué dans le succès actuel du rap français, c'est que les radios ont dit, bah, on va jouer le jeu de cette musique de jeunes, en fait. Je comprends. Voilà, parce que avant, c'était Aznavour, c'était vraiment le vieux. Moi, j'aime ça retracer l'histoire comme ça, Julien. Là. Moi, c'est... Non, mais ça s'explique vraiment, tu sais, comme... Ouais. Et moi, malheureusement, je me retrouvais moins dans cette scène rap. Tu sais, j'ai aimé NTM au tout début, IAM, tout ça, j'étais quand même là. Après ça, c'est vite passé vers la variété, tu sais, Doc Gynéco, où moi, j'ai vraiment comme... J'ai lâché à ce niveau-là. Diams, Yes. tout ça, ça venait pas me chercher, en fait. Ouais, je comprends full. Et puis, bah, c'est là où, suite à multiples expériences musicales en France, j'ai fait un voyage au Québec. Puis j'ai pris une grosse claque, en fait, en... Le pèlerinage. Ouais, Québec. ouais. Ou à l'époque où il y avait quand même un peu moins de français. I wonder what that is. Et en fait, j'avais été dans un squat qui s'appelait le Friendship Cove, qui était le... Ouais, c'était dans Saint-Henri. Et c'était là où avait développé Miracle Fortress. Je sais pas si tu vois ce band-là de l'époque, un groupe anglo. Et avant ça, c'était Think About Life. C'était un trio Pop Montréal. Tu sais, c'est un groupe qui avait pas mal joué à l'international. Puis en débarquant là, moi, je découvre cette scène anglo très hipster de l'époque, là, 2006. Et en même temps, mes amis de Montréal me font découvrir la scène un peu plus alternative qui est Malajube, c'était Carquois qui commençait vraiment à grossir. Puis là, moi, je me disais, ah ok, il y a des trucs en français qui ça peut sonner alternatif, alors que nous, on n'en avait pas beaucoup à l'époque. Ok. Ouais. Et ça m'a charmé. Je me suis dit, on peut faire des trucs cool en français. Et puis, il y avait aussi cette scène plus anglo-montréalaise que j'ai adorée. Donc, tout ça m'a vraiment comme charmé. Puis après, des expériences humaines, de filles. Mais t'es quand même right time, right place. Ouais, peut-être, ouais. Mais en même temps, j'aurais pu débarquer au Chili puis vivre une expérience identique. Peut-être, mais tu sais, genre, t'as eu la vision puis t'as mis le travail. Parce que, tu sais, on fait pas, genre, 10 ans de quelque chose sans avoir un flair pour ça, là, t'sais. Ah ouais, bah le label, bah ouais. Mais en fait, un truc qui était vraiment plaisant quand j'ai commencé le label, c'est que j'ai fait ça d'une manière vraiment, pas naïve, mais genre, je vais essayer. Ouais. Puis je me dirais, j'ai essayé de monter un label. Et c'était très à mon image. Et en fait, ça a été tapis rouge. Tu vois, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment... fou, ça. Ouais, c'est vraiment un feeling de se dire, OK, plus tu fais un truc avec honnêteté, puis ou que tu sens que c'est proche de toi, ben, on dirait que les gens comprenaient facilement. C'était lisible et ils ont embarqué autant les artistes que les collaborateurs. On dirait que mon speech était clair, en fait. Je comprends. Ça, c'est vraiment le fun à vivre. Ben, Julien, on va reculer en arrière, baby. Yeah! Je veux en savoir plus sur toi, man. Dis-moi, tu viens d'où? À partir de quel âge? À partir de genre quand t'es né, mon gars. Ouais, alors je viens d'une ville qui s'appelle Poitiers, en France, et c'est assez petit, c'est dans une région qui s'appelle la Vienne. Mais pour placer pour les gens, Poitiers, c'est entre Paris et Bordeaux à peu près, centre-ouest. Pas très loin de La Rochelle, Gotcha. 1h30 de La Rochelle. Et puis, j'ai grandi... En fait, mes parents n'étaient pas du tout musiciens, mais ma mère m'a inscrit très tôt au piano, en fait. Puis je pianotais, puis là, évidemment, mes parents me disaient « t'es doué », comme tous les parents. Mais ça n'a pas été une expérience si tripante, parce que je me sentais beaucoup forcé. J'avais du mal à lire la musique et tout, alors que je développais une oreille déjà. Tu sais, souvent, je demandais à mon prof le CD de l'œuvre, puis je revenais après quelques écoutes à la maison, puis je jouais toute la pièce, alors que je ne savais pas lire la musique. Puis ça l'énervait un peu, parce que lui était là pour m'apprendre la musique à lire. Mais j'ai un peu... Ça, c'était vers 5 ans. Après ça, la musique, ça a comme un peu sorti de mon champ. J'étais juste un enfant dans les écoles. Là où c'est vraiment revenu, c'est vers 12 ans. Mes parents étaient divorcés et mon père rentrait souvent tard le soir. Et on avait un piano à la maison. Et en fait, je me suis remis au piano seul. Et là, j'ai vraiment eu un énorme champ de créativité parce que mon frère faisait ses devoirs. Moi, je faisais jamais mes devoirs. Et je passais peut-être 1 heure, 2 heures sur le piano.
et je repiquais des morceaux d'un artiste français qui s'appelait William Scheller, qui était quand même un bon pianiste, là, donc c'était beaucoup de travail. Puis je travaillais, là. Genre, tous les soirs, j'écoutais l'œuvre, je remettais stop sur mon lecteur CD, puis je mettais stop, je mettais play, stop, play, puis je recommençais. Puis j'ai comme développé une oreille sur le piano beaucoup, puis un peu de dextérité. Puis là, j'ai senti vraiment une connexion avec la musique à cette époque-là. Tu sais, si j'y repense aujourd'hui, c'est des moments d'émotion dans ma jeunesse. Seul, au piano, un peu mélancolique, un peu triste. Ça, c'était fort pour moi. Et puis... T'écoutais quoi quand t'avais 12 ans? William Scheller, c'était vraiment un pianiste que j'adorais. Il chantait, c'était comme piano, mais assez pop. Et puis après ça, là, j'ai eu ma grosse phase dance, Eurodance, avec mes amis. Alors là, je peux te dire que j'ai plongé dans le To Unlimited, Ace of Base. J'avais tous les CD de titres et tout, parce qu'on tripait, on dansait, c'était des booms. Ben oui. Et puis, je pense que c'est de là est né un peu mon amour déjà du beat et des synthés, parce que mine de rien, c'était très synthétique, tout ça. Oui, absolument. Mais c'était très mainstream, là, tu sais, c'était vraiment... mais je tripais. Et puis, évidemment, mon père m'a prêté le coffret des Beatles. Puis là, j'écoutais ça. Puis déjà, c'est con, mais tôt, je me disais, c'est meilleur. C'est bon, mais c'est meilleur. Là, tu sais, les chansons, j'écoutais les arrangements, les mélodies. Puis ça m'a imprégné quand même. J'ai les Beatles dans le corps, là, tu sais. Est-ce que ça te rendait émotif, toi, les Beatles, quand t'étais plus Ah jeune? ouais. Hey Jude, là, ouf. J'arrivais à rien faire d'autre qu'écouter Hey Jude. C'est quoi ton album préféré des Beatles? Je suis pas bon avec la discographie. Parce que je n'ai écouté que le best-of bleu et rouge pendant 5-6 ans de ma vie. Chaud. J'ai découvert après, tu sais, tous les... But that's the answer. Perfect. Ouais, mais c'était tous les hits en même temps. Parce qu'après, plus tard, j'ai découvert un peu les chansons d'albums, là, tu sais. Mais il y a eu ça. Il y a eu un autre gros tournant, en fait, c'est que je suis passé de la chambre avec ma petite sœur à la chambre avec mon frère, qui était plus grand. OK, ouais. Et mon frère, sûr. en France, à cette époque-là, il y avait une super émission de Bernard Lenoir sur France Inter. Merde, j'ai oublié le nom. Les Black Sessions, peut-être? Le Noir, les Black Sessions, ouais. Et en fait, là, je suis tombé dans un monde alternatif. Alors, alternatif, c'était quand même Radiohead, c'était Jeff Buckley, PJ Harvey, les Pixies. Mais vraiment, j'ai découvert cette scène, en fait, grâce à mon frère. Alors lui, à l'époque, il se faisait des cassettes. Il avait les émissions. T'as encore 12 ans à cet âge-là? Non, là, je suis rendu à 14-15. OK. Et justement, j'aimais pas la musique de radio. Ça me faisait chier un peu. Et c'est marrant, je me souviens du dernier disque un peu chanson mainstream que j'ai acheté. C'était De Palmas. Car j'étais sur la route toute la semaine. OK. J'ai acheté ça, puis je commençais à trouver ça plate. Puis là, je voyais mon frère qui tripait à écouter des trucs. Puis il y avait une émission de télé aussi qui s'appelait Nulle part ailleurs. Qui a été vraiment, ça a duré, je sais pas, 25 ans là. Et eux, ils invitaient des groupes live. Et là, j'ai vu Radiohead, Buckley, les mêmes, tu sais, Pixies, Nirvana. Et là, vraiment, je me disais, oh my God, je comprends rien à ce que je vois à la télé, mais ça me parle. Genre. Tu sais, je me disais, eux sont cool. Là. Right. Puis ce qu'ils jouent, c'est pas la radio. Tu sais, j'ai eu un choc, genre de la scène indie là. Tu sais. C'est drôle parce qu'on dit indie aujourd'hui, c'est tous des artistes établis, mais tu sais, à l'époque, genre, c'était comme up and coming. T'sais. Oui, parce que je pense que c'était le début des labels indie, en fait, aussi. Tu sais, c'était des gens qui arrivaient à faire parler d'eux à l'international, mais qui n'étaient pas chez Universal, genre. Alors, très longtemps, c'était ça. Mais tu sais, c'était Sub Pop, c'était tous les labels forts qui ont percé grâce à Nirvana, grâce à... Ouais, absolument. Et donc, en fait, là-dedans, j'ai mis les pieds dedans. Puis évidemment, à 15 ans... on sort les premières guitares dans les fêtes. Là, je vois mes amis qui jouent de la guitare, ils cruisent les filles. Je dis, c'est sûr, il faut que j'apprenne la guitare. I like this. Et là, je commence à Come As You Are. J'ai tout fait ça. Chaud. Et là, c'était aussi les... Ah oui, ça, c'est énorme. À l'époque, c'était le Unplugged de Nirvana. Moi, j'ai connu ça, mais live, là. Et en fait, c'était majeur, même au fin fond de la France, là. Et je suis sûr que c'était majeur dans tous les bleds du monde entier à ce moment-là. J'ai l'impression que oui. Donc, Unplugged de Nirvana, on jouait tout ça en soirée très mal, on chantait très mal parce que personne parle anglais en France. Tout le monde est chaud anyways, it's all good. Oui, puis ça, j'aime ça en parler, mais moi, j'ai plongé dans un monde en anglais que je comprenais pas. Et en fait, je pense qu'en France, on a tous ce point commun qu'on a beaucoup grandi avec de la musique anglophone sans comprendre les paroles. Donc, on est mené plus par les mélodies, l'univers, tu sais, Radiohead, là, j'arrivais à triper sans comprendre un seul mot, là. Donc... ça, c'est une notion qu'on n'a pas tant en France, sauf le jour où tu voyages. Parce que quand tu voyages et que tu vois des gens chanter toutes les paroles dans un concert de Radiohead, t'es comme, ah ok, mais eux, ils comprennent l'autre 50% du projet. Parce que nous, on comprend que 50%. Je comprends.
Et ça m'a vraiment marqué et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur l'authenticité de comment tu chantes. Parce qu'en France, on essayait beaucoup en anglais. On essayait de percer en anglais. On essayait de signer des deals en anglais. Et je trouve ça très maladroit, en fait. Parce que c'est pas notre culture, c'est pas notre authenticité. You're not being genuine, c'est ça, je comprends. C'est ça. Et en fait, ça m'a marqué parce que quand je suis arrivé à Montréal, je chantais en anglais, moi. J'ai fait quelques shows d'Yvon Orange en anglais, tout ça, puis c'était très maladroit. Et mes amis d'ici, anglo, franco, ils me disaient, tu sais, Julien, une des parties pourquoi on t'aime, c'est parce que t'es français. Et en fait, c'est pas que ça fait chier, mais on trouve ça off un peu que tu chantes en anglais, alors que... Ça n'a pas rapport. Tu viens nous vendre la France, là. Tu sais, moi, j'ai envie que tu me vendes la France sur scène, un peu. Et... Ça t'a-tu dérangé, ça, ou est-ce que t'as comme... Okay. Ça fait mal. Bah oui, parce que nous, on est wannabe, là. Tu sais, on aimerait être les Strokes, là, tu sais. Mais je pense qu'en fait, si tu regardes les grandes carrières françaises, hors électronique, parce que Daft Punk, ils ont chanté en anglais, mais c'est pas des lyrics, là, tu sais, Ouais, je comprends. Et puis même avec un accent, c'est cute, là. Ouais. Alors que, tu sais, un Bob Dylan français, ça n'existe pas, ça va être Charles Aznavour, tu vois. Ouais. Et donc ça m'a vraiment fait beaucoup travailler sur mon... quand je vois des artistes français jeunes qui chantent dans un anglais très mauvais, très vite, je leur conseille de chanter dans leur langue. Parce qu'en fait, je dis, si tu veux que ce soit big un jour, c'est le seul moyen, je pense. Tu sais, comme si tu penses à Indochine, à Noir Désir, c'est des gens qui, au début, Noir Désir chantait en anglais sur le premier album. Puis un jour, lui, très tôt, il a compris, je pense, qu'il s'est dit, non, mais moi, je viens de Bordeaux, là, tu sais, je viens pas de Nashville, genre. Je vais chanter Bordeaux, je vais chanter ma France. Et en fait, je pense que c'est à partir de là où tu reach un public avec force, en fait, parce que tu chantes ce que t'es. Et j'ai arrêté de chanter en anglais à ce moment-là. Man, c'est vraiment... c'est fucking real ce que tu me dis là, j'apprécie ça. Bah écoute, en même temps, il y en a qui ont réussi, quelques-uns quand même, dans une autre langue, mais... Non, mais c'est une perspective avec laquelle j'ai jamais discuté de ça avec quelqu'un comme ça. Mais toi, t'es bilingue aussi. Oui. Ben c'est ça, peut-être. Mais ne serait-ce que genre... je sais pas comment exprimer mon idée, mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, ça explique que... c'est vraiment un très bon conseil à donner à un artiste qui se développe, justement, là. Ben oui, parce que imagine, je leur dis à l'inverse, imagine un gars du Texas qui chante comme Edith Piaf en français, puis qui n'y arrive pas très bien. Qui va aimer ça, genre? Puis c'est un peu ça qui se passe quand les groupes français, pourtant ils essayent fort, tu vois, ils vont enregistrer à Chicago, ils essaient d'aller chercher le son, mais ce qui manque, c'est le songwriting. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, quand Arcade Fire chantait ses paroles en anglais avec foi, c'est ça qui manque. C'est que toi, tu le chantes dans une deuxième langue que tu maîtrises pas. Ou des situations que j'ai vues, c'est qu'en interview, ils savent pas aligner 3 mots en anglais. Ouais, ça aussi. Elle journaliste anglaise qui tripe sur le projet, qui a aimé l'album, elle arrive, elle pose des questions, le gars, il peut pas répondre, elle dit « Ah non, je me suis fait berner, en fait. » I feel differently about the interview thing. Oh yeah? Yeah, parce que si tu chantes en anglais puis que tu le pull off, who gives a shit what language you speak? Ouais, peut-être, mais c'est qu'elle, elle parlait pas français. Mais donc elle pouvait même pas faire d'interview, imagine, avec le groupe qu'elle aimait. Puis je pense qu'elle s'attendait à ce qu'il parle anglais un peu, tu vois. Mais bref, je pense que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent aussi. Mais je crois que si, pour arriver à vraiment, tu sais, à remplir des stades, là, tu sais, Bruce Springsteen, il chante l'Amérique, là. C'est born in the fucking USA, là. Il chante pas born à Dijon, genre. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est born in the USA, genre en criant. Bah, les Américains, ils embarquent, là, c'est sûr. Yo, quand est-ce qu'il y a un Français qui sort un album né à Dijon? Ouais, c'est ça. Tu sais? Je suis né en France. Let's go! Let's go! Moi, je suis tout là, man. Je veux entendre ça. Mais bref, tout ça, je me suis vraiment égaré. Mais tout ça pour dire que la guitare... Puis là j'ai commencé à monter mes groupes. Puis il y a un premier signe d'industrie qui m'est arrivé. Je veux juste te ralentir un petit peu. Excuse-moi. Vas-y. T'as pris des cours, t'es autodidacte? Je suis 100% autodidacte. OK. Fait que genre, toi, il y avait une guitare à la maison? T'as achalé tes parents pour acheter une guitare? Non, j'en ai acheté une. Okay. Puis j'ai commencé à en acheter 2, 3. Puis là, en fait, ce qui est drôle, puis ça, je l'ai compris vraiment tard, après ma trentaine, je pense, c'est que dès que je touchais un truc en musique, j'avais envie que ce soit sérieux. Okay. Tu sais, il y a des gens, ils jouent chez eux toute leur vie, puis ils aiment ça, ils gratouillent et tout. Mais moi, c'était tout de suite, il y avait une ambition de... On monte un groupe, on répète, on va faire des shows. C'est sérieux. Tu sais, je fais pas ça pour rien, les gars. Et en fait, dès 15-16 ans, j'ai monté des groupes de cover. On faisait du Ben Harper, encore une fois Radiohead, machin. Puis on jouait, tu sais, tout le monde était un peu crush, là, je veux dire. Je comprends. Le gars s'improvisait bassiste. Moi, je faisais de la guitare slide. Oulala, j'aimerais pas réécouter ces takes-là, tu vois. Le drum était pas tight. Mais en même temps, c'était des... Ben là, c'est des années formatrices.
Tout à fait. On apprenait à jouer en groupe, on avait full de fun, on sortait de local pourri qui sonnait mal, puis on était heureux comme un show devant 10 000 personnes. Absolument. Mais ça, c'est des belles années, quoi. Et puis, au lycée, il s'est passé un truc, c'est que il y avait un groupe qui marchait pas mal, qui s'appelait Zoribanda, puis c'était du ska rock, genre. C'était la grosse période en France. Okay. Ska, reggae, tu sais, la Mano Negra avait laissé beaucoup de traces, Manu Chao, tout ça. Puis là, il y avait une nouvelle vague de cette scène-là. Il y avait beaucoup de groupes qui perçaient. Puis les festivals en France, c'était fou à l'époque. Il y avait 600 festivals de ska. Là. C'était incroyable. Ouais. What? Ah oui, c'était incroyable. Chaque week-end, dans chaque village, tu pouvais voir un festival de ska. That's too much. Oui, That's too much. On est d'accord. We don't need this much. Mais c'était une scène. Il y a un moment, tout le monde a embarqué. Et là, ce qui s'est passé, c'est que tous les Jamaïcains qui vivaient plus de la musique ont tous été invités sur des festivals où ils se faisaient vraiment payer cher. Les Max Romeo de ce monde. Les moi, je ferais un podcast là-dessus. Là. Genre sur l'histoire de ça. Là. Mais bref, et moi... J'avais 18 ans, puis j'étais ami d'un petit frère d'un de ces gars. Ils étaient plus âgés que moi. Puis à un moment, j'allais souvent chez eux, puis ils disaient, on cherche un clavier, on trouve pas. Puis moi, je dis, moi, je joue un peu des keys, si vous voulez, mais j'ai comme 4-5 ans de moins que vous. Là. Puis j'embarque dans ce groupe, puis pas manqué. Après 3-4 répètes, je suis super motivé. Puis là, je dis, on devrait commencer à faire des shows. Puis eux jouaient déjà. Mais j'ai comme amené pas du professionnalisme, mais du sérieux dans le projet. Ouais. Puis ça s'est répété dans chacun de mes projets qui ont jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense que j'avais cette âme un peu de développement, un peu manager dans l'âme, tout le temps. Mais ça, je le savais pas. Moi, je fonçais, là. Tu sais, j'étais comme, je joue dans le ben. Et Zoribanda, ça a été gros quand même. Tu sais, on a dû faire 700 shows. On a joué en France beaucoup, en Espagne. On a enregistré 2 albums. On a signé. Donc, tu sais... 700 shows. Ah, écoute, on jouait dans tous les bars rades du coin. Quand même, ça, c'est beaucoup. Ouais, sur de 98 à 2003. Ouais. Et puis, on faisait... à la fin, on faisait quand même des gros festivals. On a eu une ou 2 belles tournées, je te dirais. Mais au début, c'était vraiment tous les bars de la rue, tu vois. Mais c'est hyper formateur aussi, là, tu vois. Je me souviens que le groupe, l'évolution a été vraiment chouette au niveau jeu. Parce qu'au début, on gratouillait. À la fin, on était un band qui jouait devant 3000 personnes en festival. Là, donc ça, c'était le fun. Sauf que moi, je me suis un peu lassé de l'esthétique en grandissant. Et j'ai rencontré une fille. J'ai eu comme un crush musical avec quelqu'un qui s'appelait Camille Berthomier, plus jeune que moi. Et on a monté un groupe qui s'appelait Motel. Et là, c'était vraiment plus sous influence PJ Harvey. Elle chantait en anglais, mais elle chantait quand même bien. Et surtout, elle avait une aura qui... Tout le monde se disait, ça va être une star, ça va être une star. Genre, tu le sens là, tu sais, c'est quelqu'un qui a quelque chose de différent. Et puis ça n'a pas manqué parce qu'en fait, à la fin de Motel en 2006, elle a quitté pour l'Angleterre avec son chum, Nico. Ils se sont appelés John et Jen. Eux ont signé sur un label et tout ça, ça a quand même grossi. Et après ça, elle a monté le groupe Savages, qui est devenu vraiment huge en Angleterre, aux US aussi. Tu sais, ils ont fait tous les festivals et tout. Savages, je dois connaître ça. Ouais, c'est un groupe de filles, rock, presque punk rock. Et elle était lead. Et vraiment une aura. Tu sais, c'est marrant parce qu'avec Camille, j'ai grandi avec elle dans la vingtaine. Et tout ce qu'elle écoutait, c'est devenu ses amis dans la vie. Genre Nick Cave. Ça, c'est fou, ça. Elle part en vacances chez Josh Homme. C'est fou, ça. Oui. Elle a chanté sur l'album de Gorillaz. Elle a fait un duo avec Julian Casablancas. What? Elle a vraiment... She made it. Bon, apparently. Ouais. Et donc, elle a eu une émission longtemps sur la BBC, en France aussi. Elle a joué dans des films. Donc là, je sais pas trop ce qui se passe pour elle en ce moment musicalement. Ça fait longtemps que j'ai pas suivi. Mais tu sais, ça a été riche pour moi parce que j'ai pu exprimer beaucoup plus mes compositions dans Motel. C'était plus mon son, très indie rock là. Et puis, est-ce que tu produisais un peu songwriting? Ouais. Intéressant, oui. En fait, c'était l'époque où on achetait des tapes là, tu sais, vraiment sur tape 16 pistes là. Mais pas du tape comme ça, mais des cassettes. Ouais, je comprends. Ouais. Et le MT50 Yamaha, c'était un 4 titres. Ouais. Et puis après ça, j'ai eu un premier truc. Et toi, t'as fait ça, là. Je comprends. Et ça gravait sur des CD, man. Ta session multipiste. C'est chaud, ça. Gravé sur CD. Ouais. Okay. Et oui, t'as raison, parce que déjà, je passais mes soirées avec des EQ, mais c'était même pas des DAW, là. Ouais, je sais de quoi tu parles. Ouais. Et donc, moi, ça a été une première expérience de recording, et c'est intéressant que t'en parles, parce que ça m'a passionné autant que jouer de la musique. Okay. Et je me suis dit, après, c'est moi qui vais mixer mes albums. Et donc, j'ai fait un album solo
qui s'appelait Red Gasoline sous le nom de Julien Fargo. Et c'est avec ça que je suis venu au Québec, en fait. OK. Et ça, je l'ai enregistré avec Nico de John et Jen. Et j'ai beaucoup mixé aussi. En quelle année, ça, exactement? 2005? Yes, OK. 2005-2006. Et puis là, j'ai vraiment fait mon... Tu sais, j'ai pris mes guitares, j'ai pris mon album, j'ai dit, je m'en vais à Montréal. C'est cool. Ça t'est venu tout seul? J'étais comme stimulé par une rupture sentimentale, en même temps que Motel a arrêté. Puis je t'avoue que c'était une période pas drôle. J'étais vraiment malheureux. J'avais une job de marde. Et j'ai fait, non, mais là, je m'en vais. C'est le temps. Il faut que je m'en aille. Fait que est-ce que tu pourrais dire, est-ce que tu serais capable, tu serais game de dire que, genre, quand ça va pas bien, quand tu vois que c'est la fin de plusieurs choses, il y a comme une certaine motivation à vouloir changer sa situation dans sa vie? Alors, absolument. Et là, c'était drastique parce que j'ai dit, je change de pays. Ouais. Tu sais, Ouais, c'était ouais, vraiment... Et c'est cool que tu parles de ça parce que c'est une époque où j'étais vraiment, vraiment depressed. Il y a vraiment une phase sombre. Et la création m'a vraiment sauvé. Et en fait, c'est une image que j'utilise souvent maintenant, mais plus dans les discussions intimes. Mais ça m'a plongé à un endroit très sombre et très dark, là, au fond de l'eau, là, Mhm. que j'ai commencé à apprivoiser cet endroit. Mhm. Et en fait, dans la création, il y a des, et c'est marrant, il y a des groupes qui me suivent dans mes dépressions. Blonde Redhead. À chaque fois que je suis malheureux, je replonge dans ce répertoire parce que c'est ultra mélancolique, ultra nostalgique. C'est vraiment... ça fait mal un peu, Blonde Redhead, tellement c'est beau et c'est triste. Ouais, je comprends full. Et c'est des moments où je me dis, je suis tellement triste, je vais me rendre plus triste, moi, avec ma propre musique et ma création. Même cette situation ne m'atteindra pas tellement je vais aller plus deep down, genre. Et au début, ça faisait mal. Et maintenant... Tu te dis ça? Ouais. Et c'est une zone où je suis de plus en plus confortable. T'es un gars relax. Bah, peut-être parce que j'avais confiance, tu sais, dans le sens où je me dis, je savais que j'allais pas déraper, là, Ouais, je comprends. faire une connerie ou quoi. Il y a quand même toujours quelque chose qui me... La musique m'a toujours ranimé. C'est cliché, mais c'est vrai. Là. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Tu es au bon endroit pour parler de ça. Là. J'aime ça. Yeah. Of course. Moi, je feel que c'est important de parler du côté émotif de comment on vit la musique. On n'en parle pas assez. Tu sais, tu travailles dans l'industrie de la musique, moi aussi. I wish we would talk more about music emotionally. Oui, parce que moi, les questions, c'est comment vous faites pour avoir des subventions, tu sais, comment vous avez joué à tel festival. Puis moi, c'est mon quotidien. Ouais. Mais je suis animé par quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens dans la musique. Ouais, puis c'est de ça que moi, j'aime parler, tu sais. Yeah. Certainement. Mais tu sais, toi, par exemple, tu es un bon exemple tu transpires la sensibilité musicale. Et en fait, c'est un truc que je reconnais chez tous les gens en musique, c'est une grande sensibilité. C'est vraiment, on est dans un milieu de sensibles et même d'hypersensibles. Ouais. Et alors oui, il y en a, ils sont quand même un peu business et tout ça, mais tu le vois en eux qu'ils ont ce... Oui, I guess que mon commentaire était surtout face, admettons, à la façon dont on promouvoit la musique. Mm-hmm. Tu sais, c'est genre press kit, 2-3 bullet points, on répète la même histoire en entrevue, like. Puis là, tu sais, c'est pas un commentaire sur toi puis ce que tu fais, là, je parle juste d'un commentaire à large. C'est intéressant, je te vois venir et c'est vrai, t'as raison. Tu sais, c'est comme, alright, man, genre, cet album est enregistré dans une cabine à fin fond de Saint-Blablou. Alright, who gives a shit, like. Suite à une dépression. Ouais. Alright, mais genre... Je veux savoir plus. Tu sais, genre, qui est la personne en laquelle vous voulez que je m'investisse? Ouais. Genre, moi, j'ai envie de feel quelque chose, là. Mais je pense, malheureusement, c'est à cause du nombre de sorties, de flow en attaché de presse. Tu sais, s'ils promouvoient 5 artistes par semaine... Certainement, mais je pense qu'il pourrait y avoir plus de outlets médiatiques où on peut inviter des artistes pour parler plus... c'est pour ça que, tu sais, genre, No Secret, là, tu sais, c'est pour ça que mon podcast a un petit succès, tu sais. Parce que les artistes aiment ça, écouter ça, aiment ça venir ici parler, vraiment élaborer plus profondément que genre... Mais c'est parce que le podcast s'y prête. Absolument. Alors que, tu sais, ben c'est con, mais tu sais, tout à l'heure, je te parlais de l'époque de Black Session France Inter. Là, il y avait des grandes discussions. Puis aussi, c'était les premiers des Inrock, à l'époque où les Inrock, c'était mensuel, en papier, immense. Ah ouais. Grand magazine avec une couverture super rigide, un beau livre, là. Et là-dedans, il y avait des interviews de 7 pages. Chose qui n'existe plus en presse, tu vois. Ouais. Mais tu sais, je pouvais lire 7 pages sur les Pixies. Et j'apprenais beaucoup. C'est chaud, ça. Ouais, ouais. Et c'est vrai, tu as raison que plus la musique sort, plus les formats ont réduit. Mais tu sais, c'est comme le cinéma, en fait. Tu peux comparer ça, les séries Netflix. Les gens, après 18 minutes, ils ont du mal à focus. Ouais. Moi, j'ai grandi, je suis très cinéphile. Je regardais des films de 3h35. C'est devient rare. Ouais.
Ben, tu sais, moi, je feel que, genre, en tant qu'artiste moi-même, en tant que grand consommateur, grand curieux, grand sensible, tu sais, j'étais comme... Ben, à la limite, personne ne va l'écouter, mon podcast, je m'en fous, mais genre, je vais inviter des artistes, puis on va discuter plus de nos feels à travers, genre, notre création. Fait que, tu sais, comme... Je dis tout ça, ultimement, pour dire que, comme, tu sais, quand tu me parles de, comme, une rupture de groupe, une rupture amoureuse, genre, un mouvement à Montréal, tu sais, moi, genre, I'm looking for meaning. And like for me, this feels like a very important moment in your life. Je vais aller plus deep encore. Let's go. C'est parce que c'est important ce moment-là. Tu as décidé de tout lâcher pour venir ici, tu sais. Non, mais tu as raison parce que c'est des points de parcours qui changent ton destin. Absolument. Ouais. Donc, c'est ça qui s'est passé. Puis Montréal, je suis tombé en amour, puis je suis encore en amour. C'est drôle. Comme j'ai encore il y a un charme qui rôde, même que la ville a beaucoup changé en presque 17 ans, mais... Wow. Tu sais, j'ai même des endroits nostalgiques. Là, moi, j'ai connu un boulevard Saint-Laurent, mais où on faisait... J'ai connu, je pense, 18 bars là, sur Saint-Laurent que j'adorais, là, de Sherbrooke jusqu'au Myland. Le Divan Orange, le Green Room, tu sais, le Main Hall. Il y en a eu tellement, là. Jupiter Room, Copacabana. Genre, je pourrais en sortir, le Tokyo Bar. Tokyo Bar, c'était chaud. Ouais, parce qu'ils avaient une belle soirée le mercredi qui était un petit peu moins mainstream. Là. Let's go. C'est là où j'ai croisé Jordan Dare, le DJ, les gars de We Are Wolf, il y a 12 ans, tu vois, 13 ans. Et puis, des fois, je passe, je remonte la rue, puis tout ça n'existe plus. Puis je me dis, moi, je suis encore là. Still standing, baby. Mais je m'adapte à cette nouvelle vie, aussi à ma nouvelle vie à moi. Je suis père, je dirige une compagnie. Tu sais, c'est sûr que je suis pas au Tokyo 4 fois par semaine, non, on s'entend là. Mais on dirait que j'ai réussi à grandir à Montréal. Tu sais, j'ai pas gardé ça comme un trip de jeune. Parce que j'aurais pu, tu vois, j'aurais pu vivre 4 années de folie, puis repartir. Mais, et on en vient à Chinatown, c'est que après mes quelques expériences solo au Québec, j'ai joué au Divan Orange, j'ai fait des petits shows solo. À un moment, je dis, je m'emmerde, j'ai besoin de jouer avec du monde, j'ai besoin de rencontrer des musiciens. Et je regardais sur Craigslist et je suis tombé sur une annonce vraiment cute, un peu cocky de Chinatown qui disait, on est vraiment un fucking bon band, on a un gérant. Ça va marcher, genre on cherche un multi-instrumentiste et tout. Puis j'ai répondu pareil, je dis moi je suis fucking bon, je fais tout, je comprends votre musique, let's go. Wow. Et en fait on s'est rencontrés, puis il y a vraiment eu un bound avec Félix Diot puis Pierre-Alain Faucon, les deux chanteurs. Tu sais, on avait le même âge, puis on avait grandi de chacun du côté de l'Atlantique, mais en écoutant Air, en écoutant Gainsbourg, on avait beaucoup de points communs musicaux, puis des différences aussi culturelles. Moi, ils m'ont fait découvrir Falardeau, tu vois, moi j'avais pas ça en moi dans mon background, puis là j'ai découvert un Québec poète, un Québec de chansonnier, donc j'ai appris le québécois à cette époque vraiment là. Je comprends. Avec Pierre-Alain, toute la poésie québécoise, je pense c'est vraiment Pierre-Alain et Félix qui me l'ont transmise en fait. Ouais. Ok. Et puis, Chinatown, ça a quand même marché. On a signé chez Taka Music, on a été Révélation Radio-Canada, on a été nommé à la disque. On a fait plein de shows. On a été joué en Europe avec Cœur de Pirate, qui était vraiment gros à l'époque. Là, on avait fait quelques zéniths. Et puis, on a été joué en Chine. Expérience incroyable. Chinatown in China. Ouais, ça, je pourrais t'en faire un podcast complet sur la Chine. Parce que c'était 3 semaines de folie. Et puis, mais très belle expérience qui a fait que je voulais juste rester davantage parce que j'avais jamais de projet qui avait autant marché en France qu'avec Chinatown ici. Donc, je me suis dit, ma carrière commence en fait. Tu vois? Ouais. Et à la fin de Chinatown, j'ai eu un petit passage en publicité. Parce qu'il fallait que je gagne de l'argent. Et donc, j'ai composé de la musique de pub dans des catalogues, des choses comme ça. Puis ça a été très formateur au niveau du mix, au niveau de la création, parce qu'il fallait que je livre vite et bien. Là. Ça, c'est un autre détail important dans l'histoire de ce que tu fais aujourd'hui. Tout à fait. Parce que j'ai aussi appris la business. C'était une toute petite boîte. Puis Nico me faisait facturer les clients. J'ai fait un peu de compta. Tu sais, donc, et puis je me disais, mais en fait, moi, j'aime ça un peu. Parce que quand tu es musicien à 20 ans, là, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que tu aimes la comptabilité, tu peux pas. Mais à 30 ans, j'ai dit, ça me fait pas peur, moi, la business, quand même, j'aime bien. Tu sais, tu m'as dit depuis le début que tu es un gars motivé, organisé, qui motive les gens, qui... Ouais, c'est ça. A forward energy kind of guy. Vraiment. Si j'embarque dans ton ben, watch out, man, ça va travailler fort. Donc, j'avais cette vibe un peu gérant, peut-être, tu sais. Et la pub, il y avait des choses qui m'ont pas plu. J'aimais pas trop le milieu.
Je trouvais que c'est pas mal fake, puis des gens haut placés pour les mauvaises raisons. Je sais pas, j'ai trouvé que j'ai pas connecté. Puis la musique, comme la musique actuelle, je l'appelle, me manquait. L'aspect label, festival, tu sais, émergence. Ouais. Puis aussi, la pub, il y a quand même un truc de commande qui, à un moment, m'a lassé, tu vois. Ouais, je te filme. Moi, c'est pour ça que je fais pas ça. De compromis. Tu sais, il te donne une référence, toi, tu tripes. Puis là, finalement, on revient de plus en plus vers la référence. Puis à un moment, ça devient une copie. Puis là, ils sont tous contents. Puis là, toi, t'es comme, c'est plate un peu. Je te feel. Moi, j'ai fait de la musique à l'image aussi pendant un bout. Puis une fois que j'ai feel que j'avais relevé le défi, c'est Sacha, le musicien, j'étais comme, can I do this? I've never done this. Then I did like 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pubs, scoré un show du Cirque Éloise. Cool. Après ça, j'étais comme unmotivated. Ah ouais, ben je comprends, c'est bien. Parce que tu sais, j'étais comme le défi personnel de musicien. Je sais pas si non, pas sûrement. T'as déjà vécu ça. Tu te mets un défi, and then you do it, puis là, t'es comme un peu, OK. Ah, je suis pareil que toi. Not for me. Ou du moins, moi, une phrase que je me répète souvent, c'est Why would I do the same trick twice? Moi, c'est la prod. Au niveau production, à partir du moment où j'ai compris comment ils font, j'ai un désintérêt et je passe à un autre style musical où j'écoute et je dis ça, je sais pas comment il fait. Et ça m'impressionne. Tu sais, je regarde les vidéos, je dis comment il arrive à ce son-là. Puis Radiohead, c'était une grande période de découverte de prod pour moi parce que tous les sons de guitare, je trouvais ça weird. Tous les sons de clavier, les beats, je me disais comment ils font. Mais j'étais devenu un nerd, là, tu sais, genre... full disclosure, I'm a big Radiohead nerd ici. Nice. You're talking to your people. OK, parce qu'à l'époque, tu sais, Internet était très différent. Quand je pense à ça, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais il y avait des sites qui répertoriaient la liste du matériel par show de Radiohead. The King of Gear. Ah oui, ça existe encore, mon gars, je suis tout là. Ah yes. Et là, c'était vrai. Je voyais toutes les pédales de comment il s'appelle, le guitariste Greenwood. Ouais, Johnny Greenwood. Puis là, j'étais comme, bon, je vais acheter ça. Puis là, les amplis, écoute, non, mais on était rendu grave, là. C'est-à-dire qu'il avait un ampli Vox AC30 modifié. Il fallait que je fasse modifier mon AC30. Je comprends. Ce qui est ridicule aujourd'hui. Parce que moi, je rentre dans un studio maintenant, puis quand je vois les gens triper, puis dire qu'il faut changer le speaker, je dis, wait a minute. Tu vas arriver à une super take avec ce speaker-là. 100%. Je te le promets, genre. Mais il faut passer par là, tu penses pas? Ouais. T'sais? Oui, tout à fait. Cette curiosité-là, genre obsessive de genre How does he do this? Oui, c'est ça. Puis il faut que j'ai la même affaire. Ouais. Mais là, non, aujourd'hui, j'ai vraiment pris du recul par rapport à ça. Tu sais, souvent, je pense que ce que j'amène en pédagogie aux artistes, justement, c'est d'arrêter de freaker sur n'importe quoi. Tu sais, quand je vois un artiste pendant 1 jour et demi qui gosse sur son hi-hat, je suis comme... là, tu psychotes. Tu es dans une zone où tu as oublié le flow, la saveur de la musique. Là, tu deviens fou alors que dans 6 mois, tu n'en auras plus rien à faire de ce hi-hat. Moi, j'aurais tendance à penser... Je transpose une situation genre... tu viens me voir et tu me dis ça à moi, là. I'm like... Tu sais, le fait que... T'es pas d'accord? Non, ben le fait que tu aies fait beaucoup de musique. Le fait que tu sois pas juste a suit. Ah, OK. Tu sais ce que je veux dire? Julien, il connaît ça. Il en a fait des albums, il a fait des choses dans sa vie. S'il me fait un commentaire créatif, je suis plus prompt à l'écouter qu'un dude genre du label qui me dit genre « Ouais, je sais pas ça. » Je suis comme « Who are you? As-tu déjà fait de la musique, toi, dans ta vie, pour me dire ça? » Alors que toi, je feel que tu as comme un bon background qui met les artistes en confiance. Ça, c'est sûrement un point qui fait que les artistes aussi ont du fun chez Lisbonne Luxe, je pense. J'en doute pas une seconde. Parce que, tu sais, on n'est pas le label parfait. Il y a des labels qui torchent sur plein d'autres domaines et tout ça. Mais je pense que là où les gens, pourquoi ont du plaisir avec nous, c'est parce que déjà, je suis quand même picky. C'est-à-dire que je signe pas un truc sur lequel je tripe pas du tout. Tu sais, ou même pas un peu. Genre, il faut vraiment qu'il ait les 2 pieds dans ma bulle à moi. Là, tu sais. Je dis ça souvent. D'ailleurs, je fais quelque chose que je veux défendre. C'est que je réponds à tous les gens qui m'écrivent. Sauf quand je vois que c'est trop générique et que je fais partie d'une liste. Mais les gens qui ont pris le temps, tu sais, d'écouter un peu. Tu sais, des fois, j'aime bien Paupière ou j'aime bien tel artiste. Puis là, je réponds parce que moi, j'étais musicien et j'ai envoyé des centaines d'emails sans réponse. Et envoyer des bouteilles à la mer, c'est vraiment chiant et décourageant. Et donc, même quand je suis assez, pas sévère, mais quand je vais dire, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas pour moi. Par contre, je pense que tes forces sont là, tes faiblesses sont là. J'ai trippé sur tel morceau, ça c'est pas assez bien produit. Ils me disent, écoute, ce feedback, il a tellement de valeur en fait, parce que j'ai l'impression de pas faire ça pour rien.
en fait. Ouais. Puis après, c'est mon goût, c'est mes goûts, c'est pas mes goûts, on s'en fout. Je suis pas en train de lui dire c'est pas bon. Je lui dis c'est pas pour moi. Tu sais. Absolument. C'est comme tu te fais servir un plat, puis c'est trop épicé. Ben, pour moi, c'est trop épicé ou c'est pas assez épicé. Mais en tout cas, l'idée du feedback, là, je sais que ça donne un courage de fou quand quelqu'un ouvre son mail et qu'il voit qu'il a une réponse d'un label. Ben oui. Et j'ai tendance à le dire à d'autres labels en disant oubliez pas, si tu as été musicien, ça. Tu as une réponse du gars, genre. C'est trop cool. Et puis, c'est souvent la formule que j'utilise. Je dis, t'as un pied dans Lisbonne, mais t'as pas les deux pieds. Je comprends. Parce que, tu sais, il y a aussi des gens, je trouve, c'est un peu maladroit. Petit conseil, quand vous écrivez un label, ne dites pas, je suis convaincu que je suis fait pour votre label. Ouf. C'est comme dire à une fille, je suis convaincu qu'on va se marier, toi et moi. C'est lourd. Moi, toi, t'es en face, t'es comme, est-ce que je peux te donner mon avis? Et, par contre, parce que c'est mon label, en fait. Donc, j'aimerais ça pouvoir aussi m'exprimer sur ce sujet. Ouais, ça, c'était un parfait exemple. Je pense plutôt, l'approche, c'est genre, j'aime tel artiste de chez toi, ça veut dire que tu as écouté et que tu es dans une esthétique que tu comprends. Et puis de dire, impliquer le label, dire, regarde, ça c'est mon mix, qu'est-ce que tu en penses? Plutôt que dire, ça c'est ma shit, c'est parfait, c'est intouchable, je veux sortir ça. Ouais. Moi, des fois, je réponds, moi, je suis pas juste un gars de tableau Excel. J'ai 20 ans de musique derrière moi. Je suis sûr que j'ai Je suis passionné, j'aime ce processus. Je pense que j'aurai peut-être quelques retours pertinents. Sur ta musique, donc faisons-le ensemble, quoi, tu vois. Mais si c'est juste pour dire mon projet il est solide, personne peut pénétrer à l'intérieur, et je dis fais-le toi-même, sors-le toi-même, parce que à moins que je sois blasté puis que je dise c'est parfait en effet, mais c'est pas trop comme ça que ça marche souvent, tu sais. Non, en effet, c'est une collab. Oui, absolument, mais c'est super cool tout ce que tu dis là. Je suis d'accord avec toi aussi en effet, là, puisqu'on est sur le sujet, genre écouter les choses que la personne fait si vous sollicitez son aide, tu sais. Ah oui. Genre, franchement, là, genre, d'écouter ce que tu fais, ce que les autres artistes sur le label font, ton parcours. C'est la base. Moi, je reçois du reggaeton, tu sais, puis le gars, il dit, je vais être une star. Je dis, mais tu sais pas qui t'écrit, là. Yeah. Vraiment, là, tu sais. Not with that attitude, buddy. Va sur mon site. Tu crois vraiment que je vais signer ce que tu fais? Tu sais, j'ai aucune expertise dans ce domaine. Ouais. J'ai pas assez de chaînes en or. J'ai pas assez de... Pas encore. Non, mais tu sais, c'est drôle parce que et là, tu vois que c'est du mass mailing ou très naïf. Tu sais, sur SoundCloud, le mec il dit j'ai fait des démos, puis ça chante full faux, c'est mal produit, puis là tu dis ok, il est au tout début là. Tu sais. Ouais, mais aussi il y a plein de gens. Moi, je trouve que honnêtement, and I can say this, I don't care, like, you don't have to, tu sais, mais je trouve qu'il y a du monde qui sont vraiment pas conscients. Il y a beaucoup de gens qui sont pas bons, puis qui ils font des choses, puis comme faudrait vraiment que tu pratiques plus ou que tu t'écoutes plus. Mais pour ça, il faut qu'il reçoive des feedbacks. C'est Parce sûr. que s'il envoie puis qu'il a jamais de réponse, il va continuer à croire que c'est malade. Mais c'est dur de dire aux gens genre yo, that's not working. Non, je pense pas moi. Non, mais faut le faire avec tact, tu vois. De toute façon, ils t'ont écrit, puis tu sais. C'est sûr que t'es tactful, là. Je te connais assez. Oui, puis c'est surtout, moi, je suis pas fâché contre lui, là. Même si j'aime pas sa musique, c'est vraiment plus comme... Et puis, j'ai pas de leçon à lui donner. Je lui dis, tu m'approches, je vais te donner mon avis. Puis, approche quelqu'un d'autre, puis il va sûrement te dire autre chose, ou les mêmes choses que moi. Il y a un truc qui m'a fait super plaisir récemment, c'est qu'on a signé un groupe français qui s'appelle Social Dance, de Marseille. Et ça a été une signature coup de cœur parce que tu sais, c'est des groupes qu'on peut pas financer nous depuis le Québec parce qu'ils rentrent pas dans les programmes. Donc je leur ai dit, je vais y mettre tout mon cœur, mon équipe, mais on n'a pas vraiment d'argent à investir. Et puis ça marche full. En France, ils ont trouvé un tourneur qui travaille hyper bien, Limitrof Productions. Et donc ils ont fait des tonnes de dates, des gros festivals l'an dernier. Et attends, je te parle de ça parce que la magie du podcast, man. Eux d'ailleurs, c'est un bon exemple. Tu vois, ils m'ont approché qu'en anglais. Et je leur ai dit, j'aime ça, mais vous venez de Marseille et je suis sûr que la même musique va être bonne en français. Puis là, ils font les deux maintenant. Il y a de l'anglais et du français dans le projet. Ok, chaud. Ouais. Et je te parlais de ça parce que eux, leur approche a été magique, je dois dire. Leur email, il était parfait. Si je pouvais donner un template d'email. Well, tell me about it. Ouais, parce que c'était exactement cette approche curieuse, humble, de gens, hey, salut, on fait ça, on est super motivés. On aime vraiment votre label pour tel clip, telle raison. Puis là, je me dis, cool, il a digué un peu, tu sais, il tripe, il aimait le couleur, il aimait paupières. Et donc déjà, on parle la même langue musicale un peu. Et puis après ça, c'était genre, on est ouvert sur... Ah ouais, ça, hyper important. On est ouvert sur la sortie, de quand on veut le sortir. Parce que quelqu'un qui t'approche en me disant,
Je l'ai mis sur Bandcamp la semaine dernière. Non, mais c'est dead. C'est trop tard. Là. Ouais. Et là, en ce moment, là-dessus, je suis un peu raide des fois. Mais des fois, je réponds, écoute, moi, mon planning, il est fait jusqu'en mars 2025. Pense à ça. Ouais. Parce que les autres labels vont peut-être te dire ça. Et là, ils sont, oh, mais waouh, tu sais, je pensais que je pouvais sortir avec vous dans 1 mois, mais ils comprennent pas le process. Tu sais, de s'investir, stratégie, marketing, on investit, on sort d'abord quelle chanson, quel single. Hey, tu me replonges dans quelque chose, toi, là, en parlant comme ça. Là. Ouais, c'est vrai. Travailler en amont comme ça, là, ouais. Moi, je dis, c'est exagéré, mais c'est comme dans le cinéma. Si tu vois Batman, là, cette année, c'est parce que ça a été tourné en 2019. Là. Ouais, 100%. Ben, c'est un peu ça, en moins exagéré, mais il faut vraiment anticiper. Puis ça, les jeunes artistes, ils ont du mal. C'est se faire dire l'album va sortir dans 18 mois. Ouch. C'est normal, non? Tu sais, je pense que t'es jeune. Genre, moi, ça faut que ça se passe maintenant, là. C'est ça. Tu sais, moi, quand j'avais 20 ans, tu peux-tu vraiment te faire dire d'attendre 20 ans? Ah, c'est dur, c'est vrai. Mais ceux qui arrivent à dire, OK, je range mon frein, je comprends, parce qu'il y en a qui comprennent. Tu sais, c'est genre, regarde, mais par contre, ça veut pas dire qu'on va rien faire pendant 18 mois. On va travailler, on va sortir des singles, on va tourner des vidéos, on va faire des photos. Mais donc, c'est ça qui rassure. C'est, je dis, t'inquiète, là, on signe maintenant. L'album, qui est un peu le produit final, sort dans longtemps. Mais on va faire plein de choses avant ça. Tu sais, on va déjà travailler, là. Donc ça les rassure en disant, OK, ça commence. Là, on va reculer un tout petit peu juste pour se rendre encore plus loin, mais de cette façon-là. Genre, on parlait de Chinatown. Finalement, tu as tourné avec eux un peu, tu as travaillé sur Chinatown, puis ça a duré combien de temps? Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé après Chinatown? Alors, je pense que j'ai embarqué dans le groupe en 2007, 2008. Là, c'était super excitant parce que j'embarque dans le groupe, puis on avait notre manager, c'était un des membres de The Stills, c'était Olivier Corbeil, et qui a dit, lui, il démarchait à mort les labels parce qu'il avait déjà signé avec leur premier Stills. album était fou. Ouais. Bah oui, eux, ça avait buzzé à l'époque. Ouais. Et puis, Olivier nous a fait signer chez Taka. Et tu sais, moi, imagine, là, je suis là depuis 6 mois. J'embarque dans un band. Donc déjà, chose qui n'aurait pas pu facilement arriver. Puis ce band-là signe un deal au Québec. Donc moi, j'embarque dans ce projet-là. Je suis le français de la gang. Tu sais, genre, OK, on va faire de la musique pour vrai. Tu sais, on a enregistré le premier album à New York avec Gus Van Gogh. Wow. Moi, j'arrive avec cette espèce de projet fou de tourner en Chine parce que c'était une amie qui travaillait à la... pas l'ambassade française, mais c'était une organisation française là-bas, l'Alliance, qui me dit, on cherche un groupe québécois pour faire une tournée francophone en Chine. Et moi, je viens d'intégrer un groupe il y a genre 3 mois, puis c'est vraiment bon, on travaille sur un album et tout. Puis là, elle nous embarque là-dedans. Donc moi, le gars qui vient d'arriver dit, hey les gars, by the way, je vous emmène en tournée. Et ils étaient comme, ben non. Je dis, ben oui. Toi, tu t'es cimenté une bonne place au Québec direct, là. Ah oui, ils étaient comme, that's the guy. C'était lui qu'il fallait qu'on prenne dans le band. OK, chaud. Et donc tout ça, ça a été magique un peu. Tu sais, la première année, ça a déboulé là. On a eu un hit radio là qui s'appelait Apprendre à danser. Ça jouait. Donc ça, on a gagné un prix Socan avec ça. Donc tu sais, moi, j'assimile ça à quasiment les plus belles années de ma vie parce que on était en coloc, on vivait ça ensemble. On était 4000% de Chinatown du soir au matin, tu vois. C'était vraiment cool. Puis ça a duré 5 ans. Et puis après ça, c'est un peu effrité parce que notre batteur est parti. Et là, Taka a été racheté par DKD, Donald Kidonald. Non, Donald Kidonald a été... Attends, c'est quoi l'histoire? Non, ça a été racheté par un distributeur. Et puis là, l'équipe a complètement changé. Les gens qui nous avaient signés n'étaient plus là. Ouais, ça, c'est rough là, quand ces choses-là arrivent. Oui, parce que là, c'est là que tu te rends compte que c'est pas la boîte qui est important, c'est les gens avec qui tu travailles. Et là, ça aurait pu marcher avec la nouvelle équipe, mais ça a moyennement marché. C'était comme des gens qui avaient un autre background, beaucoup plus mainstream Québec, années 80, tu vois. Donc nous, on s'est senti seul un peu. Et puis là, j'ai senti que le mojo s'en allait. Et on avait 2 gérants à l'époque. Et puis là aussi, il y en a un qui est parti. Tu sais, on sentait que ça redescendait, en fait. Ouais, je comprends. Et puis, et puis aussi, financièrement, tu sais, mine de rien, c'est dur de jouer dans un band. D'être sérieux, mais de faire que ça. Certainement. Et c'est là où moi, j'avais besoin un peu de vivre autre chose, en fait, économiquement. Puis... c'est ça, j'avais l'impression que j'avais eu vraiment mon plus gros fun avec Chinatown. Je comprends. Ouais, puis c'est ça, tu sais, comme... Il y a aussi, genre, j'imagine, un sentiment que you did it. Tu sais, genre, c'est toujours pire quand t'es comme « I didn't do it, j'ai pas essayé, j'ai pas fait le truc, j'ai pas fait le move ». Tu sais, là, tu l'as fait, t'es venu ici, t'as tourné dans des bands. En fait, c'est marrant que tu dis ça, parce que ça, je crois que je le processe encore, mais
En Chine, on a vraiment connu un truc, tu sais, une heure de signature d'autographe. Il s'est passé un truc, genre. C'était vraiment une Beatles mania, un peu, là. Et je l'ai vécu comme sur un petit nuage, mais en revenant, je me suis dit, mais je sais pas si j'aime tant ça, en fait. Et tu sais, je me disais, mais être sur une scène devant 10 000 personnes qui connaissent tes paroles, on dirait qu'il y a des gens qui vivent pour ça. Moi, pas tant. Et c'est là où j'ai compris, je me suis dit, mais pourquoi j'aime la musique? Pourquoi j'aime produire? Et c'était pas tant au niveau de la personnalité, de recevoir un amour inconditionnel, c'est de gens qui sont fans de toi. J'étais pas dans cette recherche du aimez-moi, là. Ouais. J'étais plutôt en recherche de j'ai envie de faire des bons disques, j'ai envie de mixer. J'étais plus geek, en fait. Et c'est là où j'ai été vers le studio et la pub, parce que je me suis dit, mais c'est ça que j'aime, moi. Travailler jusqu'à 4 heures du matin, avec un clavier, trouver des beaux accords. Le studio aussi. Le studio, pour moi, c'est le ventre de ma mère. Là. Tu sais, c'est vraiment... C'est super important. Moi, je trouve ce que tu viens juste de mettre en contexte ici. Là. Parce qu'en effet, tu sais, au podcast, on en parle souvent, là, le besoin... C'est un besoin d'amour, là. Performer, être artiste, être devant les gens, tout ça, tu sais. Puis c'est vraiment... C'est spécial quand même que tu te sois... Que tu aies eu cette réflexion-là, tu sais. Parce que j'en voyais autour de moi des gens qui avaient ce besoin. Tu sais, c'est vraiment ce besoin de vague d'amour, de masse, en fait. Et moi, je pense que je vis l'amour d'une manière beaucoup plus intime et personnelle et face à face. Et en fait, j'avais pas forcément de plaisir à tu sais, des francopholies devant 2000 personnes. J'ai des bons souvenirs de scène. Tu sais, c'est tripant, là, je vais pas dire le contraire. Mais c'était pas, ça me nourrissait pas tant que ça, tu vois, au niveau énergie et tout ça. Puis, il faut le dire, hein, ça coûte beaucoup d'énergie, là, faire des shows comme ça, là. Un autre point que tu as raison, que je pense que c'est marrant, mais on s'entend bien là-dessus, c'est que moi, je commençais à me lasser de la tournée, de la route. Je commençais à me... Tu sais, les journées qui passent avec les soundchecks, avec boire des bières. Il faut boire des bières avant le show, tu sais, parce que t'attends. Puis là, il est 5 heures, t'as fini, mais là, ça va être à 9 heures. Puis ces laps de temps me devenaient de plus en plus pénibles, même si j'avais du fun avec mes copains. On racontait tout le temps des conneries. Tu sais, on était vraiment on racontait des jokes 24 heures sur 24. C'est des moments que j'ai adorés, mais j'étais rendu peut-être ailleurs un peu. Et puis... T'avais quel âge à peu près rendu là? 32. OK. Ben, tu sais, that kind of fits, tu sais, aussi. Genre. Tout à fait. C'est un fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Je pense que c'est là que je me suis dit, j'aime la musique, je veux rester en musique, mais on dirait qu'il faut que je change de casquette. Je me voyais pas forcément vieillir non plus comme un gigueux, tu vois, parce que... Yeah, I get it. Ah oui, un truc aussi, mais ça je veux pas dire ça, parce que on dirait que je vais décourager les musiciens, mais je trouvais qu'il y avait un grand risque à s'investir autant dans un seul projet et que ça termine. Chinatown, ça a été une leçon de j'ai tout donné pendant 5 ans, mais quand il y en a un qui décide de partir puis un gérant qui part, t'es à zéro. Et ça, je trouvais ça rough un peu, et je me suis dit, attends, j'ai 32 ans, je vais-tu reprendre un 6 ans avant qu'un groupe fonctionne, j'aurai 38 ans, peut-être ça marche pas, ou ça marche. Puis là, rendu là, ça pourrait arrêter, mais en 2 secondes. Genre, le chanteur, il dit, je pars en solo, genre, tu vois, un truc comme ça. Et là, je me suis dit, c'est quand même, professionnellement, c'est risqué, tu vois. Et puis, j'étais pas... Moi, je suis un gars fidèle, loyal dans la vie. Je jouais souvent dans un seul band. Tu vois, je suis pas un gars qui va jouer avec tout le monde en même temps. Là. C'est pas du tout ma personnalité. Moi, je donne tout à 300% dans une relation, pareil en musique, quoi. Puis Lisbonne, je me suis retrouvé là-dedans parce que je me suis dit, ça va être mon bébé, ça va être mes choix, donc ça peut durer longtemps parce que je peux signer tant que je contrôle. Tant que je peux payer mon staff, puis moi, je vais continuer, en fait, tu vois. Donc, il y a eu des renouvellements chez Lisbonne, tu sais, il y a eu des groupes, des vagues de genres, tu sais. Au début, c'était Le Couleur, Das Mortal, Funkinson, Beat Market. Après ça, il y a eu la vague Paupières, Brunswick, qui était un peu la 2e génération. Après, c'est une 3e génération, tu sais, Super Plage, maintenant. Est-ce qu'on est rendu dans la 3e génération, seulement la 4e? On est où, là? Oh, t'es bon. Dites-moi tout. Je pense qu'on est entre 3 et 4. That's it. ouais, parce que... Puis, tu sais, cette fidélité aussi, je trouve ça cool. Tu sais, avec Le Couleur et Das Mortal, on a tellement une belle relation. Puis même Louis-Jo de Beat Market, il gravite énormément autour de nous. Il joue dans Le Couleur. Tu sais, dès que j'ai besoin de trucs, souvent de prod ou quoi, je fais appel à lui. Donc, c'est des relations de long terme. Peu importe le projet, je te dirais. Parce qu'avec Louis-Jo, on voit qu'on reste ensemble... pas forcément autour de Beat Market, tu vois.
Et c'est vraiment une des raisons pour laquelle je fais ça et que je continue de faire ça. Parce que pendant le Covid, j'ai quand même eu des remises en question professionnelles, tu vois. Ouais, ça pourrait être un autre épisode au complet, là. Ouais, bah, je vais faire bref, mais tu sais, vu qu'on s'est retrouvé renfermé, parce qu'il y a un truc que j'ai pas parlé, mais en musique, il y a un truc qui m'anime énormément, c'est le côté réseautage pro. Et ça, je l'ai découvert il y a 10 ans, en fait, au Mama, mon premier Mama à Paris, où en fait, je me disais, j'aimais déjà ça, moi, arriver dans un cocktail, puis dire que je jouais dans un groupe, mais que j'étais un peu manager du groupe. Mais là, j'avais plus besoin de dire que j'étais musicien, j'étais juste le manager du groupe. Right. Et en fait, je m'assumais vraiment dans cette position de dire, ouais, moi, je vends des groupes, je suis là pour te présenter des trucs que je trouve vraiment cool. Et ça, au Covid, ça a vraiment disparu parce que tous les événements ont disparu, les festivals, les conférences. Et on s'est retrouvés derrière des ordis, derrière des meetings vidéo, comme tout le monde, hein, c'est pas qu'en musique, mais le fun de notre métier avait disparu. Là. On faisait juste des subventions sur subventions, puis là, on priait pour les avoir. Ouais. On a fait énormément de productions vidéo à cette époque pour faire des captations et tout, à tel point qu'à un moment, je me suis réveillé, je dis, mais moi, je suis pas producteur vidéo, là. C'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal ça durant la COVID. Puis on faisait ça tous les week-ends, on était crevés. Tu sais, c'est un beat, là, la vidéo, là, c'est vraiment des tournages, machin. Puis à un moment, je dis, mais moi, ça m'a épuisé, en fait. Tell me about it. Bah oui, je comprends, toi, le podcast est né comme ça. Je suis capable. Mais tu sais, et le Covid, à un moment, je dis, hey, est-ce que j'ai 40 ans? Est-ce que c'est le temps que je change de carrière? J'ai pensé quand même, avant les 10 ans, là. Et puis j'avais des tiraillements, tu sais, j'avais des choses qui me disaient oui, des choses qui me disaient non, j'avais une certaine lassitude. Qu'est-ce qui te fait rester? Ouais. Bah, déjà, quand le Covid a terminé, les premières conférences, j'ai pris un bol d'air. Là, le premier M pour Montréal, j'ai dit, ah, c'est pour ça que j'aime ce métier-là. On est tous autour d'un verre, on parle musique, on voit des conférences intéressantes, tu rencontres des humains, tu les sens physiquement. L'énergie revient, quoi, l'énergie humaine. Certainement. Et puis j'imagine, dans le cinéma, ça doit être pareil, tu vois. C'est comme... Donc là, ça m'a redonné goût. Et puis de revoir l'économie reprendre, tu vois, les concerts, les groupes aussi, y croire. Parce que les groupes étaient vraiment dans un spot horrible, quoi. Tu vois, de qu'est-ce qu'on va faire. On sortait des albums sans show. Donc, tu sais, de revoir aussi les gens monter sur scène, répéter de nouveau. Et les shows assis, là. Les shows assis où les gens, comme, voulaient se lever, ils n'avaient pas le droit. Tu vois, puis les artistes qui étaient comme, vous êtes cute assis, mais c'est plate. Ouais. Mais tu sais, on aurait dit que c'était un premier pas vers, on retourne vers la normalité. Mais on l'a vécu, ça, man. Ouais. You know what I mean? Like, forever, genre, on va s'en rappeler, là. Puis c'est peut-être pas fini. Moi, je pense pas que c'est fini, man. Moi, je suis prêt, là. Des fois, je me dis... J'ai gardé mes masques, mon gars. Ouais, il faut peut-être refermer un jour, mais au moins, on l'aura vécu une fois. Mais Julien, man, on pourrait tellement parler de tellement de choses. J'en reviens pas que ça fait quasiment 1 heure. Ah non, déjà? Mon Dieu. Absolument. Mais on a vraiment appris des vraiment belles choses sur toi, man. Je suis vraiment content qu'on ait parlé de tout ça parce que, tant qu'à moi, genre, moi, j'ai eu plein de réponses à, genre, ton label, ton aventure, ton parcours musical, man. Vraiment très intéressant. Eh ben merci. J'aimerais savoir, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré, mais en écoutant une chanson? Puis c'était quoi la chanson? Ouh là là. C'était il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est Blanc Redhead. Ah ouais, non, mais je pense que j'y vais pour ça, tu comprends? Ouais. J'écoute pour ça. C'est vraiment pour percer l'abcès, puis de dire, OK, ça m'emmène trop là, dans la mélancolie, en fait. Ouais. Après, étonnamment, ça peut étonner des gens, mais il y a des pièces électroniques qui viennent me chercher beaucoup. C'est un point que je défends souvent, de dire il y a beaucoup d'émotions en musique électronique, parce qu'il y a des clichés, tu sais. Ah bah oui. L'électro, c'est boum boum, alors que la guitare acoustique, c'est touchant. Puis moi, je suis comme, non, si tu plonges dans le répertoire électronique, il y a des pièces envoûtantes. Là, 100%. Donc, moi, et puis j'aime l'instrumental beaucoup, moi, parce que justement, ça me permet de ne pas me faire raconter quoi ressentir. Ouais, bien dit ça. C'est exactement ça. Pas un grand fan des paroles trop touchantes, moi, parce que c'est ton histoire. Yes. Alors que moi, l'instrumental, je l'imagine. Tu te l'appropries. C'est ça. Ouais. Et donc, j'écoute énormément. J'écoute du dub aussi beaucoup. Ça, c'est ma musique de Renaud. Ah ouais, let's go. C'est quoi la partie la plus difficile dans ton processus créatif? Alors, l'écriture de texte, c'est pas mon truc. Donc, si un jour je retourne vers la musique, je pense que je ferai écrire. Parce que je veux juste... Je pense pas que je suis pas bon. C'est trop souffrant, c'est trop pas naturel.
Donc ça, finir les chansons, mais ça, c'est vraiment beaucoup de gens, je pense. On est très bon à faire des brouillons, mais les achievers, là, je les admire. Là. Félix Diot, très bon exemple de super achiever. OK. Et je pense que c'est pour ça qu'il écrit pour Evelyne Brochu pour tant de gens. Parce qu'il est capable de finir des tonnes. Ouais, c'est comme finir un livre. Là. Tu sais, dire je commence un livre, là, c'est facile. Finir un livre, là, c'est pas pareil. You're right. Hey man, on pourrait en parler forever. Dis-moi, Julien, parce que là, genre, on va terminer. J'aimerais ça savoir, c'est quoi qui se passe avec le label? Est-ce que vous sortez des trucs bientôt? Ou où est-ce que ça s'en va? Où est-ce que ça s'en va pour toi, genre 10 ans maintenant? Est-ce qu'on va faire un 20 ans? Oh mon Dieu. 20 ans, j'aurai 53 ans. Écoute, on verra. Je le sais pas. Mais là, ce qui s'en vient à court terme, oui, on a un party le 14 septembre au Fairmont, gratuit, où on va être DJ. Je vais être DJ, il y aura d'autres artistes DJ. Cool. Donc vous êtes vraiment invités si ça joue avant. Mais... On va sortir ça quand tu veux. Ah yes, sûrement avant l'événement, ce serait cool. Mais je vous invite chaleureusement à venir au Fairmont le 14 septembre. Et puis, on a un automne très chargé. On a nouvel album Le Couleur, nouvel album Russell Lauder, nouvel album Das Mortal, nouvel album Ormiston. Beaucoup de singles. Okay. Et puis 2024, des nouvelles signatures en 2024. Okay. Donc, que je peux pas. Interesting. Ouais. Okay. Mais c'est vrai qu'il y a une petite tendance rock en ce moment chez Lisbonne, grand public. Une petite tendance rock. Ouais. Écoute, Julien, j'aimerais vraiment ça que tu reviennes nous jaser. Moi aussi, quand tu veux. C'était vraiment intéressant, puis j'ai envie d'en savoir plus. Les 15 ans, allez. Deal. Done deal. J'inviterai tout le monde à aller suivre Lisbonne Lux. C'est sur Instagram. En fait, c'est quoi les meilleures façons de vous rejoindre sur les réseaux sociaux? Ouais, Instagram, on est là. Facebook encore. Après ça, il y a notre site, lisbonluxrecords.com. Et puis, mais Instagram. C'est genre Lisbonne Lux Records en un mot? Ouais. Parfait. Alors, je vous rappelle d'aller suivre les pages Instagram, celle de Julien, celle de Lisbonne Lux. Suivez Moodboards, abonnez-vous au podcast. Allez écouter les artistes. Quand vous écoutez des artistes sur Spotify, c'est vraiment important que vous alliez liker leur profil. Tout ça, c'est des petits gestes qui aident vraiment beaucoup. Je le dis à chaque épisode. Mais abonnez-vous à toutes nos pages. Prenez 30 secondes. Là, tout le produit est gratuit. La musique est gratuite. Les podcasts sont gratuits. Toute cette information-là se retrouve dans le lien dans la bio de cet épisode. Julien, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était vraiment le fun. Je te le dis, I will hit you back up quand ça va faire 15 ans. Let's go. Bonne journée, guys. Bye bye. Fuck.
written in the sky. We just gotta read it.